Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis Thierry Guerrier, journaliste. Je vais avoir le plaisir d'animer la première partie de cette deuxième journée scientifique d'MSD Avenir. Belle journée en perspective, en tout cas au regard du programme sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. À travers l'idée évidemment fondamentale, mais ça c'est la nature même d'MSD Avenir, c'est la recherche et comment aider la recherche. La recherche aujourd'hui qui dans le domaine de la santé fait des bons considérables et apporte évidemment des résultats qui sont pour les patients d'ores et déjà évidemment formidables, mais qui du coup modifient, bousculent totalement le système de santé, la recherche elle-même, son organisation, ses perspectives, sa capacité à trouver des financements au regard des enjeux que le numérique, du séquencement aujourd'hui, du séquençage, pardon, mais je ne suis pas un scientifique, jusqu'à l'éradication de certains virus, en passant par les nouvelles stratégies de lutte contre le cancer, qui sont là encore avec des résultats formidables, mais qui modifient complètement jusqu'à l'hôpital en passant par les chercheurs et qui interpellent aussi, bien entendu, et nous le verrons, les pouvoirs publics dans leur capacité à répondre. Ce partenariat public-privé, il s'agit bien à la fois des stratégies, des laboratoires, des chercheurs, de tous les différents instituts publics ou privés bien sûr, mais aussi des pouvoirs publics, ce qui explique, parce que c'est un des sujets sur lesquels il est très présent, la présence du député du Bas-Rhin, Patrick Hetzel, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques. Monsieur le député, si vous voulez bien venir nous rejoindre, vous asseoir ici à cette table ronde avec les différents orateurs. Gérard Friedländer, vous êtes ici chez vous, bien sûr. Vous allez participer à cette table ronde, monsieur le doyen. Oncologue, directeur général du Centre Léon Bérard, vous l'avez cité, de Lyon. Jean-Yves Blais, grand scientifique présent sur ces questions de l'oncologie aujourd'hui et qui fait référence. Nous attendons, mais je pense qu'il n'est pas encore arrivé, Éric Vivier, qui est un chercheur et praticien hospitalier de Marseille, directeur scientifique d'INAT Pharma et de l'Académie de médecine, qui, dès qu'il arrive, nous rejoint. Il est venu spécialement de Marseille pour nous, mais les trains ne lui permettent pas forcément d'être là systématiquement aux horaires qu'on souhaitait. Et puis Myriam Sefta, si vous nous avez rejoint, je vous en prie. Bonjour, vous êtes responsable des partenariats au sein de la start-up Hawkin. Et merci de vous joindre à nous, car nous verrons aussi cette dimension de l'innovation incarnée par ces petites entreprises, ces nouvelles entreprises qui aujourd'hui offrent des solutions et qui sont totalement dans cet écosystème. Alors, Martin Hirsch, je vous en prie, les stratégies collectives publiques ou privées autour de la recherche, quelles sont-elles? Les défis que ça représente à la fois pour ceux qui soignent et pour ceux qui cherchent. S'il y a quelqu'un qui peut répondre et qui est au carrefour à la fois des chercheurs, des soignants, de la stratégie publique, mais aussi des partenariats avec le privé, c'est bien vous. Alors finalement, la question sur laquelle je vous demandais d'abord de développer, et puis ensuite peut-être qu'on aura quelques questions à vous poser, c'est d'abord de quel progrès médical aujourd'hui parle-t-on? C'est un des enjeux. Et puis, comment vous faites? Comment vous essayez de contourner les difficultés ou de les affronter pour libérer, puisque c'est notre thème aujourd'hui, pour libérer toutes ces capacités d'innovation formidables, mais dont on a dit parfois en France que, pas que, mais qu'on est trop en silo, qu'on ne se parle pas assez, que les partenariats ne sont pas assez dynamiques. Comment vous gérez ça? Quelle est la stratégie à la PHP? Voilà, je vous en prie, c'est à vous. Merci Thierry, qui a toujours le don de poser des questions faciles pour pouvoir commencer. D'abord, toutes mes excuses pour ce petit particularisme que vous m'avez accordé. J'ai vu Gérard Friedländer m'envoyer un regard noir quand vous m'avez présenté comme grand témoin en disant pour qui il se prend encore. C'était juste, je lui ai montré mon alibi sur j'ai effectivement comité technique d'établissement ce matin sur le budget 2019 et donc je suis obligé d'y aller et je vous remercie d'avoir pris quelques minutes. Je vais rebondir sur la question de Thierry Guerrier puis sur les deux introductions ou les trois introductions pardon, qui ont été faites tout à l'heure. Sur ce qui nous unit aujourd'hui et ce qui a été monté avec MSD Avenir. Vous avez dit, on se lance dans le partenariat public-privé. Je dirais quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire qu'on essaye de refonder
et de partir sur d'autres bases que les bases précédentes. Sur des bases, j'allais dire, plus pérennes, peut-être plus saines, si je peux dire cela, plus respectueuses des particularités de chacun, et pourtant, ou grâce à cela, je pense, plus fécondes. Moi, ce qui m'a frappé au cours des 2 ou des 30 derniers mois, où on a travaillé entre nos équipes, qui sont toutes, et elles sont présentes ici, des équipes triappartenantes entre l'un des 3 organismes des 10 meilleurs mondiaux, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, souvent l'INSERM, mais parfois aussi CNRS et CEA, universités, pas toutes à Paris 5, mais beaucoup à Paris 5, et, j'aurais fait de mon mieux. et les hôpitaux. Donc il y a 11 projets qui sont en cours, qui ont été accompagnés. Ce qui me frappe dans ces projets, j'espère que je ne serai pas contredit par celles et ceux qui les portent, c'est que ce sont des projets qui ont pris des problématiques que vous avez citées et qui sont centrales pour nous tous, mais d'essayer de construire des outils qui soient des outils pérennes. Dans un esprit autant de résultats à court terme mesurables par des publications que de construction de plateformes sur lesquelles on puisse s'appuyer pour faire d'autres choses après. Et ça, pour nous, c'est effectivement tout à fait cohérent avec ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'on a en France, vous avez rappelé les 3 énormes organismes de recherche, on a aussi le plus grand CHU européen. Donc étant grand, on a tous les inconvénients de la taille, la lourdeur, la complexité, etc. etc. Et jusqu'à présent, on n'en tirait pas assez les avantages. Que ce soit en clinique ou que ce soit en recherche. Et on essaye de pouvoir un peu, c'est pour ça qu'on se transforme et qu'on se réforme, y compris dans notre organisation juridique, un peu alléger les inconvénients de la taille et maximiser les avantages. Et pour maximiser les avantages, notre objectif est que le lien qui unisse les différents acteurs soit plus le fait de savoir s'ils vont recevoir le matin sur leur mail une note du DG de l'AP leur disant comment il faut faire et quelles vont être les règles, mais de savoir s'ils peuvent s'appuyer sur un certain nombre d'outils qui soient des outils compétitifs au niveau européen et mondial, qu'on peut appeler plateforme, qu'on va appeler système d'information branché sur un entrepôt de données de santé. Vous avez cité le plan génomique 2025 qu'on va appeler Sequoia comme la grande plateforme de génomique qui nous unit avec les universités, avec l'Institut Curie, avec l'Institut Gustave-Roussy, avec l'Institut Imagine, pour avoir ensemble quelque chose qui soit d'échelle européenne et mondiale. On va appeler l'amorce d'une plateforme sur l'évaluation des objets connectés pour ne pas se retrouver dans 10 ans comme on se retrouve aujourd'hui sur l'évaluation d'un certain nombre de dispositifs en disant tiens on les a mis sur le marché, on a oublié de regarder si ça marchait ou pas et si c'était sécure ou non. Et il y aura les mêmes questions de sécurité autour des algorithmes qu'il y a aujourd'hui autour des prothèses, des implants, des dispositifs et autres. Et donc si on fait les mêmes modes de travail qu'auparavant, on aura juste perdu. Si on laisse les autres faire, on aura juste perdu notre souveraineté. Si en revanche, on construit des outils qui permettent d'évaluer à la fois le service médical rendu, les conditions de sécurité, les conditions de réplicabilité, là, on aura bien utilisé notre taille, etc., etc. Donc c'est ça ce dont il s'agit. Et donc j'espère avoir amorcé la réponse à votre question sur quels sont nos enjeux de recherche. On a les mêmes enjeux de recherche que beaucoup d'autres à essayer d'avancer sur les maladies qu'on évoque. Et on a une responsabilité, je pense, supplémentaire, compte tenu de notre place, de notre taille, de nos interactions, d'essayer de construire les grands outils qui feront une recherche différente. Je vais en donner encore un exemple. On a construit, là aussi, dans le giron de cette université,
une cohorte virtuelle de patients qui s'appelle Compare, qui a des toutes petites ambitions qui sont effectivement de bouleverser la recherche clinique, au bon sens du terme. C'est-à-dire de passer d'un système dans lequel on inclut patient après patient, le bon patient qui arrive, qui a les bonnes caractéristiques, etc., qui mettent du temps. Alors parfois ça marche, cher Cyril. Vous vous rappelez, dans l'un des premiers projets, il y avait le projet Paris même sur les attentats. Ça y est, nous avons fini toutes les inclusions. Hein, on vous avait promis que ça marcherait, qui est un projet extrêmement important sur les psychotraumatismes, post-grand traumatisme tels les attentats. On a fini l'ensemble des inclusions, on était parti de quelque chose d'ambitieux, mais effectivement, on a mis du temps. Et donc, on essaye d'avoir des outils qui soient différents, et cette plateforme qui permet aux patients et aux patientes de s'inscrire permet deux choses. D'une part, aux équipes de recherche de pouvoir non plus inclure un à un, mais de pouvoir aller puiser dans un vivier de patients qui sont préinscrits, qui ont défini leurs caractéristiques, etc., et sur lesquels on peut avoir une approche extrêmement différente et rapide. Et deuxièmement, qui permet aux patients et aux patientes d'être eux-mêmes acteurs de la recherche. C'est-à-dire qu'en s'inscrivant et en participant à cette cohorte virtuelle, ils peuvent indiquer, en fonction de ce qu'ils ressentent dans la vie avec une maladie chronique, en disant mais pourquoi est-ce qu'on ne travaille jamais là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les sujets de recherche sont éloignés de nos préoccupations les premières? Et on a vu au cours des 15 derniers jours, un phénomène tout à fait extraordinaire se passer. Donc on a amorcé cela, on l'a il y a déjà 18 mois. Et au cours des 15 derniers jours, on a lancé un sujet sur l'endométriose. Maladie compliquée, etc. Et on a dit, on va faire une sous-cohorte spécifique endométriose. En 15 jours, on a triplé le nombre de patients inscrits sur Compare. Donc on est passé de 6 000 à 18 000 en 15 jours. Et on va continuer sur... Là, maintenant, on fait la lombalgie chronique, etc., etc. Et avec des patientes, en l'occurrence pour l'endométriose, qui effectivement sont hyper motivées, et du coup des chercheurs qui sont hyper motivés. Y compris celles et ceux, d'ailleurs, qui trouvaient que le sujet n'était pas si important que cela, et qui nous disent, maintenant, on veut être complètement embarqués. Très bien, c'est ça notre objectif. Donc, vous voyez, on essaye de faire en sorte que les outils qu'on construit ensemble, sur une base publique-privée, respectueux de ce que sont nos impératifs, c'est-à-dire pas dans la confusion des intérêts, mais dans la bonne convergence des intérêts non conflictés. Et ça, ce qu'on réussit à faire. Et je rajoute un mot dans les défis qu'on a à construire ces outils. Vous avez probablement vu, et vous voyez monter un sujet sur la non-reproductibilité des travaux de recherche. Alors, les méchants disent 70% sont non reproductibles, les gentils disent 30% sont non reproductibles. C'est déjà beaucoup, même si on prend la partie gentille. Notre obligation de construire des outils, des plateformes, des procédures, des modes de travail qui nous permettent de pouvoir réduire la waste research, celle qui est gâchée parce qu'elle n'est pas reproductible et pour laquelle pourtant on a construit des choses, mais qui sont parfois construites comme des châteaux de sable pour construire des choses plus solides, fait partie des enjeux qu'on a ensemble et que les grandes institutions doivent pouvoir relever ensemble et qu'elles peuvent relever avec l'industrie parce que vous avez intérêt aussi à ne pas construire sur des châteaux de sable, mais à construire sur des choses solides. Alors, merci pour cette introduction et tout de suite une question qui vient de la salle d'ailleurs, qui se situe exactement dans ce que vous êtes en train de nous dire, parce que le sujet que vous venez d'évoquer nourrit, quand il est compris, mal compris souvent, mais compris par le public lui-même, nourrit un certain scepticisme parfois. Et la question qui est posée ici, c'est comment expliquer ces partenariats publics-privés en particulier au sein de la population générale, le grand public, parfois méfiant, donc cette population parfois méfiante, et augmenter la transparence de tous les partenaires, en particulier concernant, par exemple, les données de santé. Quand on explique,
compare doit en être l'exemple, il y a un succès. Vous voyez bien, les gens, les Français, les citoyens ne sont pas hostiles en soi, mais parfois sceptiques et parfois nourris par des informations, pas que du fake news, mais comment arriver à percer ça et relever ce défi-là pour que ce soit aujourd'hui une réalité qui ne soit pas un jour bloquée par le scepticisme du public? J'ai effectivement, je pense, commencé à répondre à ce sujet avec cette préoccupation de clarté dans les conventions qui nous unissent, dans les partenariats que l'on met en œuvre, dans les moyens que l'on met sur la table, dans l'implication des acteurs et des patients dans le système et pas simplement comme celles et ceux auxquels on vendrait les résultats tout faits, mais avec accès au cœur de la définition, comme je le disais, depuis en amont choisir les recherches, pas tout seul, dans un dialogue avec les équipes, bien évidemment. On n'est pas en train de faire de la démagogie de la recherche. On est en train de faire de la recherche qui, effectivement, se fonde sur une confiance plus forte qu'on essaye de conquérir et qu'on essaye surtout de mériter dans la durée. Donc, le fait de respecter, bien évidemment, l'indépendance des chercheurs, de faire en sorte, c'est pour ça aussi qu'on a monté des outils nouveaux, plutôt que d'avoir des liens de dépendance d'un homme à une industrie, d'une équipe à une autre, d'avoir créé des choses médiées, que ce soit les plateformes, que ce soit une fondation, que ce soit pour l'entrepôt de données, un comité scientifique, éthique, auquel participent les représentants de patients. Je pense que cet ensemble-là est quand même une vision plus confiante, qui génère plus de confiance et qui est plus moderne que la manière dont on a peut-être trop procédé auparavant. Une des clés, c'est finalement le public, c'est le patient. Pas quand il n'a pas besoin d'être à l'hôpital et soigné, mais quand il l'est, c'est le même univers, ce sont les citoyens. Et donc une des portes d'entrée, c'est le patient. Cette présence, bien au-delà de la décision de la loi, aujourd'hui, la dernière loi santé qui a évidemment remis le patient au cœur, mais c'était toute une dynamique, et évidemment dans l'esprit des patients, des soignants de la clinique, mais ce rôle du patient aujourd'hui, peut-être un mot sur ce point, est déterminant dans votre capacité à booster la recherche. Il est déterminant de plusieurs manières. La première chose, si je reprends notre entrepôt de données, on a pris le risque d'écrire à des centaines de milliers de patients, pour savoir si on pouvait... On demande leur consentement quand ils arrivent, mais on avait le stock, si je puis dire. Et ça aurait été dommage de se priver des données qu'on avait pu accumuler. Et donc on a écrit à des centaines de milliers de patients et on a fait des encarts dans la presse en disant « Vous avez été patient à l'AP, vos données sont là, elles pourraient être utilisées pour la recherche, mais dites-nous ce que vous en pensez. » On a reçu un peu moins de 1000, je crois 780 courriers de patients, soit posant des questions, soit s'opposant. Mais ce qui est peu, mais qui est très bien, et ce qui nous a permis effectivement d'abord de prouver à la CNIL que nous avions la réelle volonté de faire les choses de manière ouverte, bien évidemment conforme à la législation, mais là on était allé chercher quelque chose pour éviter de se retrouver quelques années après avec un système dans lequel, si on avait fait la traçabilité, on se serait dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait en 2018 ? En 2018 on a fait cela et on sait le prouver. Et la deuxième chose, aujourd'hui on doit être un des premiers hôpitaux à permettre à nos patients sur leur iPhone d'avoir accès à leur dossier médical. À leur propre données, ce qui en France c'est encore archéologique. Voilà. Ce qui est aussi un élément qui permet d'en faire
davantage des acteurs. Donc pour vous citer ces quelques exemples. Avant de vous libérer, une dernière question. Vous n'avez pas besoin d'un tel cénacle, d'une telle coupole pour parler avec les pouvoirs publics ou les scientifiques ou les industriels, mais dites-nous alors à nous ce que vous leur dites pour ce qu'il faut faire aujourd'hui, à vos yeux, sans donner de leçons, pour avancer. En conclusion, si vous deviez prendre 3 mesures demain, parce que vous êtes président de la République, ministre de la Santé, ou vous décidez quoi? C'est quoi les points névralgiques sur lesquels aujourd'hui il faut travailler pour débloquer l'innovation, si vous pouviez décider là-dedans? Cher Thierry, bien essayé, c'est pas la première fois. Vous l'avez déjà fait à la radio. Vous me connaissez, je réponds jamais de la place où je ne suis pas. Donc je peux vous répondre, dire qu'est-ce que j'essaye de faire comme directeur général de la paix, où on est au carrefour des pouvoirs publics, de la recherche, du soin, etc. On essaye de faire des choses. Alors effectivement, on essaye, nous, globalement, de convaincre les pouvoirs publics de pouvoir débloquer un certain nombre de choses. On en disait un mot avec Gérard tout à l'heure. Moi, je trouve totalement absurde que je puisse autoriser un clinicien, un chercheur de la paix à pouvoir avoir une activité accessoire privée et que je n'ai pas le droit, moi qui suis l'un de ces 2 employeurs avec l'université, de pouvoir le rémunérer pour sa participation à l'innovation et à un partenariat. C'est juste totalement absurde. C'est une machine à créer de la dispersion, des conflits d'intérêts. Le sénateur Claude Hurier est d'accord avec moi, je vois. On n'a pas eu le temps de le faire au Sénat de notre temps. Espérons. Voilà, c'est juste totalement absurde. C'est totalement absurde. Ça serait bien plus sain si on pouvait faire autrement. Voilà. Donc c'est une mesure. Vous voyez que j'ai bien fait de poser la question. Parce que... oui, toujours bien tenté, toujours bien réussi. Alors, en conclusion, Martin, je vous cite cette question qui arrive. Oui, mais vous allez voir, franchement, moi, je ne sais pas téléphoner, si j'ose dire, puisque ça passe par le SMS, mais quand même. Mais ce n'est pas préparé à l'avance, et en l'occurrence... C'est sans trucage. Une intervention, c'est ça. L'initiative Compare est un espoir considérable. Les associations de patients vous soutiennent et relaient les informations. L'endométriose n'est qu'un début. Continuez. C'est un peu ça l'esprit de cette intervention de l'association Corasso qui est là, par exemple, aujourd'hui et qui veut le dire. Donc merci. Merci à Martin Hirsch pour cette introduction. Merci. Alors, merci à tous de ces premières interventions. N'hésitez pas, continuez. On va poursuivre cette table ronde avec les différentes interventions déjà une première fois, et puis discussion avec vous à travers ces questions. Alors, professeur Blais, si vous voulez bien, je vais commencer avec vous. On a cité là beaucoup d'éléments. Le renforcement, évidemment, c'est un fil rouge du partenariat public-privé pour plus de pérennité, très bien. Mais les projets, de quels projets parle-t-on? On a cité la génomique, mais pas uniquement. La dimension des données, aujourd'hui fondamentale, les objets connectés. Martin Hirsch vient de nous rappeler à quel point on est quand même, je disais l'archéologie, mais un patient espagnol débarque à Toulouse, a un souci, il est capable de présenter toutes ces données sur son smartphone à l'hôpital qui l'accueille. C'est une histoire qu'on me racontait hier, par exemple. Bon, en France, c'est pas encore possible. On s'émeut de la formidable avancée quand la ministre de la Santé nous dit « ça y est, LDMP, on va y arriver ». Bon. Enfin, quel retard. Bon. Donc ça fait partie de toutes ces questions. Et puis, bien sûr, le patient. En tout cas, vous êtes tous là dans ce mouvement. Donc, allons-y, positivons. Votre regard à vous, alors, sur ce qui est en train de se passer du point de vue du médecin, et puis aussi du grand administrateur de ce pôle que vous dirigez, mais du médecin, sur les organisations, sur ces mutations. Qu'est-ce qui impacte aujourd'hui le secteur de la santé à vos yeux et qui est stratégique? De là où vous parlez, comme dirait Martin Hirsch. Alors, de là où je parle, donc effectivement, je suis oncologue, effectivement, ce qui frappe dans la période actuelle, qui est une période extraordinairement riche en promesses, c'est qu'on est sur une période de rupture. On est sur une période de rupture dans plein de dimensions.
La première, c'est effectivement, ça a été évoqué par plusieurs intervenants déjà, c'est la dimension des données, puisque la génomique ou même les caractérisations immunologiques, l'analyse désormais à l'échelle unicellulaire de dizaines de milliers de cellules sur des échantillons tumoraux est à notre portée de main. Évidemment, ce n'est pas la routine encore, mais c'est à portée de main. Et cette dimension des données que l'on confronte avec les dizaines, les centaines de milliers de données individuelles de nos patients dans les dossiers patients informatisés qui sont disponibles depuis maintenant plusieurs années, donne le vertige, car on est sur des dimensions multiples et évidemment le cerveau humain ne sait pas traiter ça. Alors le cerveau humain ne sait pas traiter ça, ce qui signifie qu'on va avoir de plus en plus recours à des outils pour aider le cerveau humain à travailler efficacement. La bioinformatique est un élément très disruptif, mais dans un sens très positif. On reclasse les maladies. On reclasse les maladies et par là, on reclasse les traitements qui sont en train d'être développés. Et on est en train, d'une manière très schématique, de recomposer et de fragmenter les cadres nosologiques. Donc c'est une période de rupture. C'est un point majeur. Comment avancer dans le thème de la table ronde qui est la transformation? C'est très simple. C'est en fait le transfert. Pour moi, c'est le transfert qui est le point clé. C'est le transfert de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, le transfert de la recherche appliquée à la recherche clinique. Et dernier point absolument fondamental et qui doit vraiment être au centre de nos préoccupations éthiques, le transfert de la recherche clinique à la routine pour le soin du patient. Qu'est-ce que ça veut dire le transfert? Le transfert, c'est rassembler des gens qui ont des compétences différentes, des corpus de connaissances souvent différents et souvent des manières différentes de réfléchir et de les faire travailler ensemble afin de dégager un point commun. On dit souvent la science progresse sur les marges, sur les interactions, sur les interfaces. C'est un très bon exemple. Alors, je disais aussi, d'où vous parlez, directeur général aussi, donc vous avez à administrer, vous avez à chercher d'un côté, mais aussi à organiser, et avec des règles, avec des soucis de financement. Aujourd'hui, là, encore, les points névralgiques sur lesquels il faut travailler, c'est quoi? La fluidité, l'agilité, l'efficacité sont des termes essentiels pour y arriver. On doit être capable de réagir efficacement à une opportunité qui se saisit sur les chercheurs ou les cliniciens dans notre établissement, et d'être capable d'injecter de manière très souple et rapide, pas 3 ans plus tard après l'obtention du budget. Ça, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. C'est de donner tout de suite l'impetus et d'être capable d'offrir aux gens la possibilité de faire quelque chose qui ne se faisait pas. Donc c'est extrêmement disruptif là encore, parce que nos programmes, on a tous des programmes médico-scientifiques sur les 5 prochaines années. Il y a une chose qui est sûre quand on les compose, c'est qu'ils ne seront pas accomplis comme on l'estime. On doit être adaptatif, on doit être fluide, réactif. Oui, mais alors j'ai été trop vite. Vous avez très bien décrit d'abord, puis apporté les solutions après dans le point précédent. Là, j'ai été trop rapide. D'abord la description. À quoi, là encore, en termes d'organisation, vous êtes confronté? On est confronté au volume des données, on est confronté à l'évolution rapide du corpus législatif, on l'a évoqué vis-à-vis de l'accord du patient, qui est un point fondamental, et je crois qu'il n'y aura pas de recherche sans une intégration en profondeur, non cosmétique, mais réellement en profondeur des patients dans les choix scientifiques qui vont être opérés. Martin Hirsch indiquait ce questionnaire dans la grande presse. Je pense que c'est un exemple tout à fait remarquable et qu'il va falloir suivre. On a besoin de savoir si les patients sont d'accord pour partager les données. On parle beaucoup de transparence et c'est évidemment un des éléments clés pour asseoir la confiance dans les interactions. La transparence, elle est subtile et équilibrée. La transparence, elle doit être sur les points clés sur lesquels on ne peut pas transiger, mais personne n'a envie d'avoir ses données personnelles librement exposées sur Internet, sauf si on le fait volontairement avec Facebook et Twitter et les autres. Mais en dehors de ça, et encore ça pourrait même être contesté, on a besoin d'un contrôle de cette transparence. Et ça ne peut se faire qu'avec les patients. Donc je crois que l'avenir, c'est effectivement des patients qui contrôlent leur dossier. On a sur le site où je travaille, mais Martin Hirsch le disait, c'est désormais disponible dans plusieurs grands centres hospitaliers, la possibilité des patients d'avoir accès à leur dossier, à tous les documents qu'ils souhaitent sur leur iPhone ou sur leur équivalent pour récupérer. Ça, c'est fondamental. La grande question qu'on se pose, c'est comment faire sur les 300 000 patients qui sont dans les dossiers patients informatisés de l'établissement où je travaille et qui ont procuré pour cette patientèle des données certainement extrêmement riches. Comment peut-on s'en servir en respectant toutes ces bases fondamentales qui sont celles de la propriété de données? Un mot avant que je passe la parole à Myriam Sefta, parce que je voudrais faire irruption
les nouvelles générations, si j'ose dire, les nouvelles idées, et en particulier les start-up, mais auparavant sur la dimension financière. La difficulté aujourd'hui, vous dites qu'on est dans des contradictions dans les stratégies financières. Alors, de quoi parle-t-on? Parce que, avec toutes les sommes qu'on nous a annoncées, publiques, milliards, les millions apportés par le privé, très bien. Mais où est-ce qu'il y a contradiction et quel est le problème auquel vous êtes confronté là aussi? Les problèmes financiers sont de plusieurs ordres. Ils sont bien entendu le financement de la recherche, mais on a entendu des informations qui sont importantes. Il y a également le fait que la France actuellement se tourne plus vers l'Europe. L'Europe qui est une source de financement, je pense, absolument majeure pour le futur, parce que les projets ne sont plus nationaux, ils sont européens désormais. Les partenariats publics-privés sont un des points clés. On est ici aujourd'hui pour un tel exemple. Et je pense qu'on va avoir besoin, alors là, pour conclure sur cette question en tant que directeur d'établissement, je pense qu'on va vraiment avoir besoin de travailler avec les pouvoirs publics sur qu'est-ce qui est réellement important. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas tous payer, on est des gens raisonnables et notre budget personnel, on l'administre de manière rigoureuse. Qu'est-ce qu'on décide de payer? Qu'est-ce qu'on décide de payer? Il serait absurde de ne pas payer l'innovation ou de faire l'innovation une marge d'ajustement. C'est ce qui ne sert pas à grand-chose ou qui n'a été pas évalué qu'il convient d'abandonner et de le faire de manière proactive. Et cet équilibre-là, ce dialogue, c'est vraiment un dialogue très important qu'on doit établir entre les directeurs d'établissement et les différents présidents d'établissement et les pouvoirs publics. Ça c'est le futur. Attendez, pour être sûr qu'on comprenne bien ce que vous dites, pour que ce ne soit pas juste pour initier, vous dites au fond le contresens, ce serait de vouloir tout faire, donc de saupoudrer. Donc il faut évaluer. Aujourd'hui, il faut aller plus loin dans l'évaluation pour être capable à un moment donné de faire des choix et de dire ça, on arrête, mais on met tout, ou on met beaucoup là-dessus, etc. C'est ça l'enjeu? C'est exactement ça, et je veux rajouter une composante de complexité, c'est que l'évaluation est aussi fluide que l'évolution de la science. C'est-à-dire que les critères qu'on a maintenant, ce n'est pas les critères d'il y a 6 mois, et c'est certainement pas les critères de dans 6 mois. Donc on a besoin que nos évaluateurs soient extrêmement fluides et réactifs également, et agiles. Vous avez conscience quand même que pas que dans un pays, mais dans une civilisation, un continent comme le nôtre, où on aime prendre tout de même son temps et voir les choses sur la durée, c'est compliqué. Ah, mais il faut... On a un problème d'acculturation à ça, par rapport, par exemple, à l'extrême est asiatique ou à l'extrême ouest américain. La compétition est mondiale, nous avons tous les atouts, on l'a déjà dit, mais d'autres vont le faire. On doit prendre cette distance, mais avoir cette agilité, cette fluidité, c'est fondamental. Alors, comment c'est vu du point de vue des startups, je dirais? D'abord, peut-être, pouvez-vous nous présenter, Mme Sefta, Hawkin. L'enjeu aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas Hawkin, même si vous êtes dans cet écosystème considéré comme une des startups en pointe. Eux vous connaissent, mais tout le monde ne vous connaît pas. Donc Hawkin, on est une jeune start-up fondée il y a à peu près 2 ans, une quarantaine aujourd'hui. On développe des algorithmes et des outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour l'analyse de données de santé. Donc on se positionne vraiment sur des données de santé à un niveau de recherche clinique. Et on travaille vraiment à l'interface entre des centres comme le centre Léon Bérard d'un côté, donc académico-hospitalier, et des pharma de l'autre. Et on essaye vraiment d'aller créer en collaboration avec nos partenaires académico-hospitaliers des outils et des algorithmes qui ont de la valeur pour les chercheurs cliniques des entreprises pharmaceutiques. Donc c'est vraiment, on se positionne comme un acteur qui permet de fluidifier ce lien entre les deux, et notamment avec une particularité pour l'accès à la donnée, qui est qu'on accède donc aux données de nos partenaires académico-hospitaliers sur site, ce qui nous permet de créer une relation de confiance, d'aller plus vite d'un point de vue réglementaire, et du coup de proposer une solution aux entreprises pharmaceutiques qui ne pourraient pas forcément avoir ces données-là chez eux, une manière indirecte finalement d'investiguer ces données avec nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous raisonnez sans frontières. Vous êtes de ceux aujourd'hui qui ne se posent plus la question de savoir si Europe, France règle. Non, le sujet, c'est l'ensemble de la réalisation des progrès aujourd'hui de vos partenaires, qu'ils soient à Singapour, à Hong Kong ou à Philadelphie, par exemple. Donc, au regard de ce que vous voyez se développer dans le monde aujourd'hui, sur ce travail que vous réalisez, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Capacité d'accès aux données, je ne sais pas. Et quels sont les blocages alors qu'on aurait ici, sur lesquels on peut travailler collectivement pour les faire sauter rapidement et aller plus vite? Voilà. Sans vous fâcher avec vos partenaires qui sont ici, mais en nous disant
les choses. C'est quoi le défi aujourd'hui? Je dirais, donc, on a été avec, par exemple, Hawkin, on avait été invité à Google voir dans un accélérateur de start-up. Donc, on a vu un peu d'autres start-up du monde entier qui travaillent avec des données de santé, etc. Je dirais qu'on n'est pas particulièrement en retard et même qu'on a peut-être, d'un point de vue maths, algorithmique, une longueur d'avance. Ce qui serait vraiment dommage du coup à ce stade, c'est de la perdre. Et donc je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur tout cet engouement qu'il y a eu dans la dernière année sur l'intelligence artificielle pour la santé, pour vraiment faire décoller des projets et les suivre jusqu'au bout. Et comme Jean-Yves Blé disait, vraiment débloquer rapidement ce qu'il faut en termes de ressources pour faire décoller des projets. Et pas être dans une logique de on réfléchit maintenant et puis le projet va démarrer dans 3 ans. Donc voilà. Mais alors, en quoi, techniquement, on est en avance, par exemple? Alors qu'on nous dit, mais les données de santé ne sont pas assez accessibles en France, par exemple, ou dans certains pays en Europe, d'autres sont très en avance au contraire. En quoi on est bon et en quoi, collectivement, je ne sais pas... Alors je compare surtout par rapport aux États-Unis que je connais un peu. Je dirais qu'en termes de suivi patient, il y a quand même des données cliniques qui sont riches et très bien annotées en France. Je pense qu'aux États-Unis, pour débloquer des financements, pour avoir accès par exemple à des données de séquençage ou des données génomiques, c'est assez facile. Par contre, pour avoir le suivi des patients sur 5 ans, pour avoir vraiment des informations cliniques très complètes, je pense qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile que ça ne l'est en France. Donc en France, ces données-là existent. Souvent, elles ne sont pas forcément digitalisées très bien ou structurées très bien, mais en tout cas, elles sont là quelque part. Et donc quelque part, c'est plus facile d'investir pour structurer ces données-là et les mettre au même endroit, les analyser, qu'aller a posteriori chercher des patients qui ont été perdus de vue. Vous voyez, parmi les questions qui arrivent déjà, je note celle-là: pour combattre la recherche médicale en silo et assurer la reproductibilité des résultats de recherche, comment favoriser l'open data tout en assurant la pérennité et la compétitivité de ceux qui génèrent les données? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une question sur les données qui sera peut-être l'objet d'une de vos interventions. On y reviendra dans un instant. Merci pour cette première intervention. Je vous redonne la parole dans un instant. Vous pourrez nous décrire ce que vous faites avec Léon Bérard, peut-être, par exemple. Mais Gérard Friandler, comment vous, du point de vue de l'enseignement, des nouvelles générations, vous m'avez dit, nos étudiants sont géniaux. Vous m'avez dit au téléphone en préparant, vous m'avez dit, ils sont formidables. Bon, vous n'allez pas démentir, évidemment. Ici, je ne prends pas beaucoup de risques. Mais la question, c'est comment arriver à leur permettre de travailler, d'acquérir, et puis en même temps, de servir vos stratégies d'innovation. Comment vous faites pour l'interaction chercheurs-soignants, par exemple, qui est un des points sur lesquels vous voulez intervenir, et en particulier pour leurs étudiants? Merci beaucoup. Moi, je ne veux rien du tout. J'éteindrai la lumière en partant. Je crois que dans les missions cardinales d'une faculté de médecine, il y a celle qui vient à l'esprit de tous, qui est, vous avez des étudiants, enseignez-les pour qu'ils deviennent, dans une fac de médecine, des soignants. Alors, il y a un petit enjeu, c'est que ce sont ceux qui nous soigneront demain. Vous soigneront demain. Autant qu'ils soient bien enseignés. Pour vous. Et la mission est, comment on les met dans un écosystème qui va faire d'eux des sachants, des personnes capables d'interagir le mieux possible avec des patients, autrement dit, qu'à côté du savoir, il y ait du savoir-faire et du savoir-être, et comment on incube ces jeunes pousses dans un milieu dont l'innovation, évidemment, et la recherche non seulement ne sont pas exclus, mais qui soient la force motrice de leur manière d'apprendre et de se comporter. C'est ça l'enjeu. Bon, une fois qu'on l'a dit, il n'y a plus qu'à le faire. Donc, qu'est-ce que... Et là, on découvre la deuxième mission des facultés et des universités, c'est-à-dire de structurer une recherche en santé, pas toute seule, avec les instituts dont on a déjà parlé,
de l'amont à l'aval avec des instituts de recherche, des agences nationales de recherche, des EPST, comme on dit, l'INSERM, CNRS, CEA, on ne va pas revenir là-dessus, et à l'autre bout de la chaîne, mais il y a les services hospitaliers et après les médecins, praticiens qui sont dans leur cabinet, dans les maisons pluriprofessionnelles, etc. Et tout ça, comment est-ce qu'on l'irrigue avec une recherche qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'on adore ce mot-là, je ne fais pas partie de ceux qui l'adorent, la recherche translationnelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme finalement du minerai riche en or en lingots au bénéfice des patients. Et donc, la constitution de cet écosystème, c'est vraiment notre préoccupation majeure. Alors, si on essaye d'être concret, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire organiser la recherche dite d'amont, fondamentale, si ça existe, en institut, parce que je pense que l'éparpillement aujourd'hui est délétère. Il n'est pas délétère, il est mortifère. Et donc, ces instituts, quelles doivent être leurs caractéristiques? J'allais dire pas trop grand, pas trop petit. Mais dans les années 80, on disait « small is beautiful ». Dans la recherche organisée et institutionnelle aujourd'hui, c'est tout sauf vrai. Pourquoi ce statut spécifique d'institut? C'est-à-dire que vous vous méfiez à la fois des grands organismes publics, trop lents, et en même temps, vous voulez un code éthique? Je me méfie de rien du tout. Les grands organismes publics sont évidemment partie prenante dans la constitution de ce que j'appelle des instituts, qui sont des gros centres de recherche où il y a à la fois, c'est ce que disait tout à l'heure Martin Hirsch, multiso, hein, ça va de l'INSERM ou du CNRS ou des deux à l'université et puis à l'assistance publique. Donc, un institut, c'est un endroit où des chercheurs sont rassemblés. C'est quoi ces vertus? Pourquoi l'Institut? C'est la souplesse? C'est parler ensemble? Parce qu'il donne deux choses. D'une part, lorsqu'il est constitué, je pense qu'il y a un impératif de multidisciplinarité. Ça a été dit et redit. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'hier parce que l'intelligence artificielle en santé, les big data, appelez ça comme vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Ça veut dire qu'on a besoin, à côté de ce qu'on savait déjà, des physiciens, des chimistes, à côté des biologistes, à côté des imageurs, à côté des biochimistes, à côté de gens qui font de la spectrométrie de masse, et bien aujourd'hui on a besoin de mathématiciens. Et on a besoin de ce qu'on appelle les data scientists. Il y a un tout petit problème. C'est que les data scientists, c'est une toute petite communauté de gens particuliers qui ne peuvent pas vivre isolés, qui ont besoin de vivre entre eux, et comme il y en a très peu aujourd'hui en comparaison de la masse de données à traiter, ils sont achetés par les plus offrants. Et les plus offrants aujourd'hui, les mieux-disants, ce ne sont évidemment pas, vous le comprendrez très bien, les universités, ni même les organismes de recherche. Oui. Donc, comment on trouve la flexibilité pour attirer, fidéliser et mettre en interaction ces personnes un peu particulières avec les chercheurs, j'ai ouvert des guillemets, traditionnels, c'est un enjeu absolument considérable. On peut le faire de différentes manières. Deux manières sont, à mon avis, intéressantes. La première, c'est ce qu'on a appelé les IHU, parce que ce sont des structures plus souples, où il y a derrière des fondations qui permettent de faire des choses que ne permet pas dans sa comptabilité publique de faire une université. Je ne sais pas dépasser une grille de salaire. Je ne sais pas gérer la carrière d'un CDI. Je parle au nom de l'université. Donc il faut trouver des alternatives ou des compléments. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est évidemment les partenariats publics-privés. J'en parle là, je vous incite à lire, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'éditorial du dernier numéro de Médecine Science, écrit par Marc Bonneville, qui a fait une carrière prestigieuse académique et qui aujourd'hui fait d'autres choses chez Biomérieux. C'est pas qu'on n'a pas le choix, c'est qu'il faut avoir envie de le faire. On a l'impression que
le partenariat public-privé, quand on en parle de temps en temps, on le fait parce qu'on a le canon du revolver dans le dos. Mais c'est pas l'attitude, c'est pas une attitude raisonnable. C'est qu'un certain nombre de richesses ne seront créées que dans le contexte de ces partenariats, aussi bien de la richesse intellectuelle que de la richesse financière. Alors, je reviens aux étudiants. Dans les outils que vous citez là aujourd'hui pour progresser, vous dites, évidemment, on favorise cette volonté, cet appétit de nos nouvelles générations, de nos étudiants, à faire beaucoup de choses à la fois, d'être à la fois ou un mathématicien et un médecin, ou un médecin, enfin un soignant et un informaticien, par exemple. Donc, les cursus parallèles ou plusieurs cursus. Alors, il y a deux aspects. Il y a d'une part, effectivement, ce que vous venez de dire, c'est nous faisons tout ce que nous pouvons. Bien sûr, ça ne concerne pas la totalité des étudiants, j'allais dire heureusement. Nous favorisons ce que vous appelez les doubles cursus, que nous appelons les doubles cursus, c'est-à-dire des gens qui font en même temps de la médecine et des sciences, de la médecine et du droit, de la médecine et des humanités, de la médecine et du management, parce qu'ils seront capables de faire face à l'éventail, au champ des possibles de la santé demain. Et je pense que c'est une richesse absolument formidable. Alors, soit ils le font en parallèle, soit nous accueillons, comme d'autres universités bien sûr, des étudiants qui ont eu une première vie, où ils ont fait une école de commerce, une école d'ingénieur, ils sont polytechniciens, centraliens, normaliens, on aime beaucoup les normaliens, et ils font médecine. Mais ce ne sont pas les mêmes que les autres. Ils ne réfléchissent pas de la même manière. Et si, et nous sommes là pour ça, nous tempérons leur contentement de soi, ce qui peut arriver, eh bien, non mais voilà, ils contaminent dans le bon sens les autres. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, moi, je suis absolument sidéré de voir nos étudiants dire, parce qu'ils viennent me voir, ils viennent dans le bureau et ils me disent, on voudrait, on a créé une start-up. Ah ben oui, c'est déjà la solution. Et comment, et sur quoi, et alors voilà, ce qu'on voudrait faire, c'est blablabli, blablabla. Ils sont entreprenants. Ils le font. Nous, on en parle, et eux, ils le font. Et je pense que le rôle de la faculté, c'est de les incuber. C'est-à-dire de leur permettre de mener, en même temps qu'ils font des études, cette aventure entrepreneuriale qui va réussir, qui va rater. Mais il n'y a qu'en France qu'on pense que rater, c'est honteux. Rater, c'est une garantie de succès demain. Donc, ils se plantent dans une première start-up et referont une start-up. Il faut juste leur dire, tu marches, et puis si tu te couronnes les genoux, on t'aidera à te relever et à recommencer à marcher. Et moi, je suis sidéré par le nombre d'initiatives venant des étudiants, dans lesquelles nous avons juste un rôle d'accompagnement, et pas de royalties, qui émergent chaque jour. Dommage pour... Ouais, je le regrette, mais... Non, mais dommage pour l'université qui un jour... Martin a dit qu'on allait tout changer parce qu'on va faire des lois formidables, et donc moi j'attends les lois formidables pour... Alors, plus sérieusement, non. Non, ce qui est formidable, c'est que vous m'aidez à transférer la parole, aux députés, parce que j'y venais là, vous voyez, donc... C'est ce que vous m'avez dit. C'est formidable. Non, c'est pas vrai. Mais... Non, juste pour finir là-dessus, est-ce qu'on a des outils pour servir à la fois d'amplificateur, de levier, pour lesquels vous voulez, initiatives. ou plutôt lesquels vous voulez. Et on a, je vois Madame Prieur devant moi, on a de longues discussions. Je pense que les fondations d'université aujourd'hui, elles jouent un rôle important. Il faut juste savoir lesquelles sont utiles et lesquelles sont plus un frein qu'une aide. Je pense qu'avec, comme certaines universités l'ont fait avec des fondations partenariales de droit privé, ça ne vous étonne pas, on est capable d'incuber, on est capable de fabriquer des spin-offs, on est capable de faire pousser des start-up avec des initiatives, et on est capable de lever de l'argent au profit de tous. Moi, je fais ça depuis 4 ans, peu importe les conditions. Je sais qu'on y arrive. Je sais qu'on y arrive et qu'on
fasse émerger en France ce qui n'est pas vraiment la coutume, c'est-à-dire qu'une université aussi a des anciens élèves, des alumni, comme on dit dans les grandes écoles, et puis on est aussi capable de faire des charity dinners comme on le fait aux États-Unis et à Singapour, et on est aussi capable de faire des partenariats malgré les viscosités technico-administratives de nos directions combinées des finances et juridiques. Donc, malgré tout ça, on arrive à faire avancer, je pense, de manière vertueuse, en parfaite transparence, et sachant très bien qui fait quoi et ce qu'il en retire, des initiatives comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Merci. Alors vous avez déjà répondu à cette question, une de celles qui sont tombées. Comment espérer libérer l'innovation quand les start-up et autres innovateurs sont face à des mammouths comme les hôpitaux publics ou d'autres centres de recherche, filiales de ministères et le monopole de la CNAM? Vous avez en partie répondu. Vous nous avez proposé ce statut qui existe déjà d'ailleurs. Mais aussi bien les hôpitaux que la CNAM. C'était pas pour vous relancer que je disais ça. Mais... Ah, je suis désolé. Mais... Ils sont très preneurs. Ils sont très preneurs de ces initiatives. Mais bien sûr. Alors, est-ce que le professeur Vivier est arrivé, Éric Vivier? Eh ben voilà, il arrive. Je voudrais qu'on salue le professeur Vivier qui arrive de Marseille. Ah non, mais merci, au contraire. On peut peut-être l'applaudir, ça va le réchauffer. Alors, monsieur le député, alors peut-être, je vous laisse peut-être intégrer doucement nos débats. Peut-être parce que je ne vais pas vous prendre à froid, si j'ose dire, là, du coup, alors que vous arrivez à peine. Je vais céder la parole, comme ça vous rentrerez dans nos thématiques. En tout cas, merci encore d'être venu, d'avoir fait ce déplacement juste là pour cette journée scientifique. Éric Vivier, dans un instant, je vous donne la parole. Mais d'abord, Patrick Hetzel, donc député du Bas-Rhin, En Marche et vice-président de l'OPEX, cet office parlementaire. Alors, vous n'êtes pas En Marche, non? Ben, vous voyez, donc décidément, je veux absolument que... alors, l'OPEX et vos missions, c'est à ce titre que vous êtes là en particulier aujourd'hui, bien sûr, mais comme façonneur de la loi aussi de façon... Qu'est-ce que vous inspire le débat qu'on a aujourd'hui sur cette volonté de casser les silos pour libérer l'innovation et en même temps les difficultés qu'on trouve aujourd'hui? Comment vous, parlementaires, vous essayez d'avancer? Alors, merci beaucoup Thierry Guerrier. Si vous me le permettez, je vais, du coup, pour aborder cette question, je vais revenir sur un enjeu majeur. Et d'ailleurs, dans le propos introductif tout à l'heure, Cyril Chivert indiquait que MSD Avenir allait là aussi augmenter encore le financement pour des projets. Et du coup, je voudrais revenir sur la question des moyens alloués à la recherche. Je suis membre de la Commission des finances et évidemment la Commission des finances, si vous regardez l'organisation d'une année, on a deux périodes. On a la période du débat budgétaire. Nous sommes en train d'en sortir dans les semaines qui viennent. Avant Noël, évidemment, le budget 2019 doit être bouclé. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase où on est davantage sur des problématiques d'évaluation des politiques publiques. Et d'ailleurs, avec Amélie de Montchalin, donc elle, députée En Marche, nous co-présidons au sein de la Commission des finances la mission d'évaluation et de contrôle. Et celle-là, elle travaille principalement entre janvier et juillet. Et là, l'année dernière, avec Amélie de Montchalin, nous avons réalisé un travail de la mission d'évaluation et de contrôle, cette fois-ci en tant que rapporteur, sur le financement public de la recherche. Et en fait, vous allez voir, il y a un lien, parce qu'aujourd'hui, l'un des enjeux, et plusieurs intervenants ici à cette table ronde y faisaient référence, on a quand même une question aussi de moyens. Et quand je dis on a une question de moyens, c'est qu'évidemment, on ne va pas pouvoir continuer, je dirais, on voit bien qu'il y a un sujet de répartition de ces moyens. Et donc, l'une des questions que nous nous sommes posées, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'allocation des moyens pour la recherche, alors évidemment, on était sous l'angle public, est-ce qu'elle est optimisée? Et en fait, pour aller vite, la réponse est non. C'est-à-dire qu'on s'est quand même rendu compte, et il faut le dire, alors ça n'est pas spécifique au secteur évidemment médical, mais de manière générale, le financement reste fragmenté, il reste très largement illisible, et ça fait le lien avec la question de l'évaluation,
insuffisamment reliées aux résultats. Et donc, en fait, ça nous amène à dire qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites, qui ne sont d'ailleurs pas forcément de nature législative, parce que faisons partie de ceux qui disons attention, il ne faut pas forcément changer les textes, il faut peut-être même les simplifier, mais il y a des choses qu'il faut faciliter. Et en fait, qu'est-ce qu'on préconise? Et ça fait le lien avec l'intervention de Mme Berry tout à l'heure. Par exemple, nous souhaitons que le gouvernement, et par voie de conséquence le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, aille plus loin pour mettre en œuvre un système d'information, cette fois-ci partagé. D'ailleurs, c'est un projet qui s'appelle SI Labo. Ça fait 10 ans que le projet existe et il n'est toujours pas arrivé au bout. Et en fait, c'est un projet qui a pour objectif de permettre de partager l'information, cette fois-ci, entre les labos de recherche, les instituts et éventuellement les différentes tutelles. Deuxième élément qu'on a repéré, nous devons impérativement, et le sénateur Hurier connaît ça très bien parce qu'on en parle depuis un certain temps, mais c'est vrai qu'il faudra aller plus loin, simplifier la gouvernance des UMR. Alors les UMR sont les unités mixtes de recherche. Et là aussi, on voit bien, vous évoquiez le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, évidemment l'INSERM, vous avez le CNRS, bien entendu, généralement les CHU, et puis les universités. Et là, vous vous apercevez que, eh bien, en fait, il y a une pluralité de tutelles, et là, il faut absolument simplifier tout ça. Enfin, une fois qu'on l'a dit, facile à dire, beaucoup plus difficile évidemment à mettre en œuvre, parce qu'il y a là aussi des tensions entre ces différentes tutelles. De la même manière, il faut absolument faire en sorte que le transfert de technologie aille plus vite et plus loin. D'ailleurs, là aussi, les investissements d'avenir sont allés dans cette direction en permettant, en stimulant par exemple la constitution de ces fameuses SATT, les sociétés d'accélération du transfert technologique, mais là aussi, les derniers rapports notamment qui ont été réalisés là-dessus montrent que le meilleur et le pire continuent d'exister parmi ces SATT. Alors, pardon, je suis député d'Alsace, on a la chance effectivement en Alsace d'avoir Connectus, qui là fonctionne très bien, et ce qu'il faudrait, c'est que partout ça fonctionne un peu comme Connectus, où là, effectivement, on a du résultat. Et pour ceux qui ne sont pas alsaciens, il y en a quelques-uns dans la salle, qu'est-ce que c'est Connectus Alors Connectus, c'est la société d'accélération du transfert technologique qui est basée en Alsace. Et alors, il faut dire que le CNRS a joué un grand rôle dans sa constitution, et elle finance un grand nombre de projets avec déjà des premiers retours sur investissement, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait aussi évidemment du retour sur investissement. L'autre grand sujet qui a déjà été abordé et avec lequel dans le rapport on est totalement d'accord, il faut davantage connecter évidemment le public, enfin la recherche publique et la recherche privée, et ça veut dire que par exemple, ce qu'on propose, c'est que dans les investissements d'avenir, pour un certain nombre de financements, est-ce qu'il ne faudrait pas du coup généraliser le fait que ipso facto, si on veut obtenir le financement, il faut qu'il y ait un partenaire privé. Là aussi, pour qu'on aille encore plus loin. A été abordée la question des financements européens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est encore en deçà, c'est-à-dire que, en fait, la France est un peu en retard dans la captation de ces financements européens. Donc là, on voit qu'il y a aussi un sujet, mais sur lequel il faut accompagner les labos, parce que, en fait, on voit bien qu'il faut faire attention à ce qu'on ne mette pas de la bureaucratie sur les chercheurs, que les chercheurs puissent chercher, et qu'à côté de cela, il y a un accompagnement. Et là, il y a aussi un gros travail, parce qu'il faut bien le dire, au cours des dernières années, avec la réalisation d'un certain nombre de mastodontes qu'il fallait, je pense, réaliser pour arriver à des effets de taille critique, on a alourdi la machine administrative, et ça aussi, il y a évidemment des choses à faire dans ce domaine. Est-ce que ce que vous nous décrivez montre bien qu'au fond, c'est une occasion aussi pour vous, les parlementaires, les pouvoirs publics dans leur ensemble, y compris avec la machine administrative, de repenser votre mission, où on voit bien que se resitue, enfin, vous nous dites qu'il faut qu'on aide à aller plus vite, à avoir plus de souplesse. Ça veut dire qu'il faut repenser ce qui est du domaine de la loi, qui doit peut-être être, comme le RGPD, des grands principes,
et puis ne plus rentrer dans tous les détails et vouloir administrer, alors qu'il faut aller très vite tous les jours, comme l'ont souligné tous les orateurs qui sont là. Ça change votre mission même. C'est exactement cela. Et d'ailleurs, du coup, on est un certain nombre, et ça, c'est transpartisan, hein, c'est pas limité aujourd'hui. Et tout le monde est en marche de ce point de vue-là, même les Républicains. Tout à fait. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. On est clairement en train de se dire, attention, ne nous limitons pas d'ailleurs à une activité de législateur, on a un deuxième travail qui est l'évaluation des politiques publiques, et dans la partie évaluation des politiques publiques, ce n'est pas de la sanction, mais nous devons pleinement jouer ce rôle d'aiguillon. Hein. Il faut clairement qu'on puisse faire en sorte que les choses avancent et avancent plus vite. Et dans un certain nombre de cas, ça veut dire challenger, y compris cette fois-ci, l'exécutif. Je vous donne une question qui vient de la salle, donc, et qui est un des sujets souvent posés par les praticiens, les chercheurs, ou par exemple dans le dispositif médical aussi, on nous dit mais très bien, mais il y a une lenteur des processus réglementaires sur l'évaluation de la recherche clinique par exemple, ou des nouveautés en dispositifs médicaux qui sont présentés. Et c'est préjudiciable pour la recherche française. L'ensemble des projets, par exemple MSD à venir, peut-il être des leviers à l'accélération de ces processus? Bon, mais c'est un des sujets à traiter que vous évoquez. Mais alors, très précisément, ce que vous évoquez, la question de l'évaluation des recherches. On voit bien qu'il faut faire un certain nombre de glissements. Certaines grandes universités, et dans ma bouche, il n'y a rien de péjoratif en disant certaines, effectivement, aujourd'hui ont une taille critique pour pouvoir mettre en place elles-mêmes des comités d'évaluation. D'ailleurs, en faisant appel à des compétences internationales venant de l'extérieur. Et en fait, il faut qu'on aille plus loin parce qu'aujourd'hui, on a un peu figé les choses avec une agence nationale en charge de l'évaluation. Et celle-ci, il faut bien le dire, elle a des lenteurs qui sont... voilà, effectivement, comme le dit fort judicieusement le doyen Friedlander, elle patine un peu. C'est une réalité. Et là, du coup, le décalage qui a été évoqué tout à l'heure, notamment aussi par le professeur Blais, c'est une réalité. Notre dispositif d'évaluation, aussi bien de l'enseignement supérieur que de la recherche, eh ben, il est un peu en retard et on le voit. Il faut faire évoluer un certain nombre de choses et du coup, là, oui, il y a des marges de progression, mais ça ne relève pas du coup de la législation. Là, ça relève beaucoup plus des pratiques et il faut inciter les institutions qui veulent innover à pouvoir innover et faciliter cette innovation. Et là, c'est souvent de l'ordre du réglementaire. Et notre rôle en tant que parlementaire, parce que là aussi, je ne veux pas être trop long là-dessus, très souvent on se dit on a voté une loi, le problème est réglé. Mais en fait, les problèmes commencent, parce qu'une fois qu'on a voté une loi, des années à arriver. Le diable va se nicher dans les détails. Et les détails, c'est les décrets d'application. Et en fait, on a souvent une couche administrative qui, il faut bien le dire, et là je parle en tant qu'ancien directeur d'administration, eh bien le problème, c'est que de temps en temps, c'est l'administration qui rajoute une couche et parfois même dévoie l'esprit du législateur. Et donc, ce que nous voulons faire dans les années à venir, c'est avoir un droit de regard sur les décrets d'application, pour que là aussi on voit comment ça fonctionne concrètement. Et donc quelque part le législateur, comme les disciplines scientifiques, il devient davantage adepte de la praxéologie. Alors puisque vous voulez qu'on évoque du pratique, on va le faire avec le professeur Vivier, le continuum entre la recherche académique et puis l'application, la volonté d'aller plus loin, de mettre en application ce qu'on a trouvé et de le mettre au service du patient, c'est-à-dire de soigner. Vous êtes à la fois praticien, c'est Marseille, vous êtes directeur scientifique d'INAT Pharma, alors c'est l'innovation, et puis l'Académie de médecine, donc l'académie. Comment, d'abord décrivez-nous peut-être alors concrètement les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en train d'être ces formidables avancées que vous réalisez, sur lesquelles vous travaillez? Faites-nous, pas rêver, mais donnez-nous à voir un peu des exemples concrets. Et puis, ce que vous essayez de débloquer pour que ça aille plus vite. Toujours notre souci dans cette table ronde. Professeur Vivier. Bon, d'abord, pardon pour être en retard. Le TGV ne va pas aussi vite que la recherche, et en particulier la recherche en immuno-oncologie. En fait, Mais il marche puisque vous êtes là.
Oui, enfin bon, pas forcément la vitesse à laquelle on le voudrait, peut-être comme certaines administrations d'ailleurs. Donc je vais pas rebondir sur ce qui vient d'être dit, mais peut-être, et encore une fois, pardon si je redis des choses qui ont déjà été dites, peut-être à travers l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui en immuno-oncologie, et je pense que Jean-Yves a dû en parler, puisqu'on assiste à une révolution, peut-être c'est important de se baser sur l'histoire pour essayer de savoir où c'est qu'on peut aller et comment on peut y aller plus vite. Ce qui s'est passé durant les 10 dernières années, dans la révolution qui accompagne le traitement des cancers, par reprogrammation du système immunitaire, parce que c'est bien ça qu'on fait aujourd'hui, on n'essaye plus de cibler directement la cellule tumorale, on cible le système immunitaire, nos propres défenses naturelles, afin que celles-ci soient plus à même de lutter contre les cancers. Cette révolution, premièrement, vient de la recherche fondamentale. C'est une évidence, c'est un fait, vous savez, les faits sont têtus. Et donc c'est important, parce que vous parliez tout à l'heure, monsieur, de l'organisation structurelle de la France en matière de recherche. Je pense qu'on ne sait pas comment on fait des découvertes, mais on sait ce qui ne marche pas. Et ce qui ne marche pas en particulier, c'est d'essayer de guider la recherche par l'aval. Ça serait bien si ça marchait, mais ça ne marche pas et toute l'histoire nous le prouve. Donc en réalité, je pense que, et c'est peut-être un vœu pieux, mais ce qui est peut-être intéressant, c'est d'essayer de financer une recherche totalement fondamentale, tous azimuts, qui est guidée juste par la curiosité et l'expertise des collègues, et certainement pas par les applications. D'ailleurs, Pasteur, qui a été connu d'abord par les applications industrielles, le vin, le verre à soie, la bière, disait lui-même qu'il n'y avait pas de recherche appliquée, mais que des applications de la recherche fondamentale. Donc s'il n'y a pas de recherche fondamentale, il n'y aura juste pas d'application. Donc je pense que c'est extrêmement important, et pour revenir à l'immuno-oncologie, qui est le sujet que l'on travaille dans le laboratoire, et à Marseille en particulier, il y a vraiment un immunopôle qui est vraiment basé sur cette manipulation du système immunitaire à des fins antitumorales. Ce qui s'est passé, c'est que des chercheurs, à travers le monde, se sont intéressés au fonctionnement de certains types de lymphocytes et ont découvert, de manière très indirecte, mais ont découvert des médicaments, ont participé à découvrir des médicaments qui aujourd'hui révolutionnent la pratique médicale. Donc je pense que ça doit nous servir d'inspiration pour essayer de mettre en place des découvertes plus... Bon, mais alors là, vous faites la démonstration contraire de ce que vous affirmez conceptuellement quand vous dites on crée trop de murs et pas assez de ponts. Là, il y a des ponts, puisqu'ils ont trouvé, oui, ça fait avancer le... Je confirme que ma vision, en fait, du paysage français... Vous y arrivez, c'est ça que je veux dire. Oui, mais avec certaines difficultés. Je pense que, et encore une fois, si on pense à des réformes structurelles, vous parliez tout à l'heure de partenariats public-privé, en disant pourquoi pas avoir des financements pour le public uniquement, en tout cas pour certaines parties de ces financements, uniquement s'ils sont alliés à un partenariat privé. Je pense que c'est effectivement une très bonne idée. Je pense qu'il est très difficile quand même aujourd'hui, enfin en tout cas on pourrait améliorer le passage entre la recherche fondamentale publique et les applications de la recherche fondamentale dans le privé. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une partie de la recherche privée qui fait une recherche très fondamentale. Donc en fait ce qu'il faut, c'est nourrir ce terreau qui est extrêmement fertile des interactions bilatérales entre le monde de l'académie et puis le monde de l'industrie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'immuno-oncologie et dans d'autres secteurs médicaux. Et je pense que c'est ça qu'il faut encourager, véritablement. Alors, sur ce qui est en train de se jouer avec aussi le génome, le data... Alors ça, c'est un deuxième aspect. Excusez-moi de vous interrompre, on n'a pas beaucoup de temps. Effectivement, non, mais allez-y. Dans un premier temps, l'idée, c'est de favoriser ces échanges fertiles entre le milieu académique et le milieu industriel. Et dans un deuxième temps, encore une fois basé sur l'expérience, il faut évidemment encourager le développement des nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies aujourd'hui ont révolutionné complètement notre vision de la biologie. On fait maintenant des études à plusieurs milliers de dimensions, alors qu'on les faisait à quelques dimensions il y a encore quelques années. Donc je pense qu'il faut absolument favoriser l'accès des laboratoires à cette nouvelle technologie et
parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est une réalité, et c'est une réalité. Mais vous pensez à quoi? Dans l'immuno-oncologie. Alors, par exemple, toutes les techniques de séquençage en cellules uniques, mais aussi l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, pour reprendre ce secteur de l'immuno-oncologie, on assiste à une révolution, comme je vous l'ai dit, on assiste aussi à beaucoup de traitements possibles. L'une des questions auxquelles l'ensemble du domaine est confronté, c'est comment offrir un traitement le plus adéquat possible en utilisant d'un côté de la radiothérapie, de l'autre côté de la chimiothérapie, alliée à de la chirurgie et de l'immunothérapie. Et il y a plusieurs possibilités d'immunothérapie. Eh bien, il se trouve qu'il est pratiquement impossible de mettre en place tous les essais cliniques qui pourraient tester les différentes combinaisons entre ces 4 piliers. Parce que la réglementation vous l'empêche aujourd'hui ou... Non, ça n'a rien à voir avec la réglementation, ça a à voir à plusieurs paramètres. Premièrement, sachez qu'aujourd'hui, il y a 600 000 patients qui sont inclus dans des essais cliniques d'immunothérapie, de manière surprenante, un des facteurs limitants du développement des traitements, c'est l'inclusion des patients, parce qu'on ne trouve pas de patients, alors que malheureusement, on sait qu'il y a eu une augmentation d'incidence des cancers, et puis surtout parce qu'il n'est juste pas possible d'envisager la mise en application de tous ces traitements. Donc il faut d'autres manières pour nous aider à scorer quels sont les traitements qui seront le plus à même de prendre en compte ces pathologies tumorales. Et là, je pense que l'intelligence artificielle est un des éléments qui pourraient nous aider à avancer. Oui, donc des nouvelles technologies et de nouvelles manières de penser en réalité. C'est ça, pour pouvoir gérer les données de ces cohortes de la façon encore plus efficace. On génère des données absolument massives qu'il faut pouvoir analyser. Et encore une fois, on espère beaucoup dans cette collaboration avec ceux qui créent de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle pour nous aider à extraire l'information biologique de ces données et nous permettre de mettre en place des traitements plus efficaces. Tout de même, on sent bien, en dehors des dimensions institutionnelles, avec ces éléments qui sont les données, en quoi elles sont aujourd'hui une porte sur un bond considérable, on sent bien que beaucoup de choses, si ce n'est tout, se jouent là, dans la capacité qu'on va avoir à les analyser, donc à embaucher les bons mathématiciens qui sont capables de les nettoyer, les mauvaises qui servent à rien, de celles qui vont permettre les bons qu'appelle le soignant et au fond le patient à la fin, parce qu'il va être soigné avec la bonne stratégie. Là encore, pardon, je repose cette question éternelle ici ce matin, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire tout de suite là de mieux pour aller plus vite vers ça? Le rapport Villani est déjà une grande avancée. On voit le gouvernement mettre des sommes... alors allez-y, monsieur le doyen, puisque vous opinez du chef. J'opine du chef parce que, écoutez, parlons d'argent, parlons de sous. Voilà. Quel est le budget de l'INSERM? Enfin, c'est quand même des choses qu'il faut comprendre. Le budget de l'INSERM, pour une agence nationale de rang international, est inférieur à 1 milliard d'euros par an. Le budget de mon université, ma petite université, une parmi 30 et quelques universités en France, est de 350 millions d'euros. Ça vous dit deux choses. Premièrement, qu'une agence nationale qui a juste 3 fois le budget d'une université, c'est sidérant de médiocrité. Et la deuxième, c'est que 350 millions d'euros dans une université dont 90% est utilisé pour de la masse salariale, ça vous laisse un volet d'action en termes de financement de la recherche qui est pathétiquement faible. Et donc, vous avez le choix entre deux stratégies et elles ne sont évidemment pas mutuellement exclusives. La première, pardon, j'ai oublié, quand vous allez chercher ce que tous les chercheurs font, de l'argent à l'Agence nationale de la recherche, à l'INCa, à la Ligue, etc., là où on trouve de l'argent public, c'est pas aller chercher de l'argent, c'est courir le cacheton. Puisqu'on y va pour 100 000, 200 000, 300 000 euros. Jamais ça n'a fait un programme de recherche. Donc, moi, ce que je dis, c'est que, quelle que soit la manière dont on se débrouille, il faut arriver à des financements substantiels de plusieurs millions d'euros pluriannuels, qui est la seule garantie de liberté, comme Éric le dit, d'avoir une recherche créative dont on trouvera les applications. Je vous rappelle à ce titre qu'en Angleterre, en ce moment on n'en dit que du mal, mais ils avaient ce système où, entre le Wellcome Trust et le Medical Research Council, c'était
1 pound pour 1 pound. Tu mets 1 euro d'argent public, je mets 1 euro d'argent privé. Et ça a marché. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, et Dieu sait que, voilà, mais quand vous parlez des grants, ce qu'on appelle les grants Hero One, c'est-à-dire les gros crédits de recherche, c'est une équipe qui prend 5 millions d'euros sur 3 ans ou 4 ans. Faisons-le. Et si la meilleure manière de le faire en France, et nous le faisons avec MSD Avenir, c'est là que je voulais aboutir, c'est la chute, c'est que ça, nous sommes capables de le faire avec MSD Avenir. Et donc, c'est la bonne recette. Alors, tout de même, à moins que vous vouliez l'un ou l'autre réagir... je voudrais dans le sens de Gérard, quand même. Oui. Les financements qui permettent de faire de la recherche vraiment libre et qui permettent de se concentrer sur le sujet de recherche et non pas la recherche de financement, ce sont des financements de cette taille qui sont les financements ERC. Et qui vraiment sont les meilleures choses que l'on puisse avoir en tant que chercheur en France à l'heure actuelle. Ils viennent de l'Europe, ça serait intéressant effectivement de rêver à pouvoir les avoir en France. Alors, mais encore une fois, je ne fais que surenchérir ce que tu viens de dire. Grâce à un partenariat public-privé, et là, avec MSD Avenir, on peut avoir aussi ce type de financement. Je vous livre toute une série de questions, parfois contradictoires, des objections, des critiques aussi, qui ne vont pas dans le sens enthousiasmant de notre thématique, forcément, mais qui sont là justement pour vous amener à réagir. Par exemple, il y a une critique, c'est exiger un partenariat pour tout projet proposé aux investissements d'avenir, c'est condamner encore plus la recherche qui veut produire de nouvelles connaissances, simplement, plutôt que la recherche qui cherche des solutions. Il faut les deux, voilà. Alors, c'est en partie ce que vous dites. Bon, attendez, non, je vous donne plusieurs questions à la fois, et comme ça, vous répondrez, vous ferez votre choix les uns les autres. À l'inverse, ça c'est pour le parlementaire, par exemple. Le fonds MSD Avenir finance la recherche au titre de mécénat, les fondations de la PHP aussi, par exemple, tous les fonds de dotation. Et du coup, ces organismes cherchent des mécènes. Or, aujourd'hui, le mécénat est menacé parce que le gouvernement y voit une niche fiscale, ou en tout cas Bercy, souvent, voilà, c'est aberrant. Qu'est-ce qu'en pense la Commission des finances? Vous n'êtes pas, je crois, si je vais dire une bêtise encore, non, vous n'êtes pas la Commission des finances. C'est aussi. Ah ben voilà, donc la personne le savait et la question vous est posée. Autre question, par exemple. Est-ce qu'il y a une place dans tout ça pour l'Académie de médecine? Nous dit quelqu'un. Dans cette marche en avant, décidément. La vision, autre objection, la vision de l'innovation partagée ici est centrée sur l'offre, nouveaux médicaments par exemple. C'est une erreur. En focalisant tout sur l'offre et en la mettant sous perfusion de l'argent public, on retarde ce dont les startups ont réellement besoin, des clients. Réformons le droit de la commande publique pour que les établissements publics puissent acheter des innovations. Bon, oui, il y a sa part d'incomplétude, de contradiction dans les questions, mais c'est comme ça, c'est le propre des questions qui ne viennent pas forcément d'experts, mais de gens qui essayent d'apporter leur contribution. Alors, dans tout ça, oui, monsieur le député, vous avez l'air de vouloir réagir, donc je vous en prie. Oui, très rapidement. C'est clair qu'il faut évidemment faire attention, et je suis totalement en phase avec ce qu'a dit Éric Vivier, il faut faire très attention à ce que la recherche ne soit pas pilotée par l'aval, ça c'est très clair. Ceci étant, comment on fait pour que le public et le privé travaillent davantage ensemble? D'ailleurs, on peut peut-être le prendre aussi dans l'autre sens, en se disant, est-ce qu'il n'y a pas des parties du CIR qu'il faudrait du coup lier avec des travaux avec des labos publics, quoi. Enfin, je veux dire, on peut le prendre dans les deux sens. Moi, j'ai pas de tabou sur cette question-là. Ceci étant, quand aujourd'hui on a des investissements d'avenir, c'est vrai que ces investissements d'avenir, le problème, c'est la taille critique du niveau d'investissement. Et en fait, ce à quoi M. le doyen Friedlander faisait référence, c'est qu'il faut frapper à beaucoup de portes pour arriver à un seuil critique de financement. Et ça, il faut qu'on arrive à le faire évoluer. Parce qu'on voit bien, vous avez parfaitement raison de dire finalement 1 milliard de financement sur l'INSERM, c'est pas énorme. Ceci étant, je veux pas qu'on pleure totalement, mais la difficulté c'est que il y a du financement également du côté des sciences du vivant au CEA. On a évidemment de la recherche médicale aussi au CNRS. En réalité, nous souffrons aussi de l'éparpillement institutionnel. Oui. Et ça,
ça, il faudra le faire évoluer. Alors, théoriquement, c'était à un moment donné le rôle, par exemple, d'Avisan, hein, de jouer un peu la coordination à la fois des universités et puis des grands organismes de recherche sur les projets, les financements de projets. Mais là, c'est clair, on a des marges de progression. Le professeur Vivier nous dit, les seuls financements qui sont au bon niveau aujourd'hui, c'est les financements européens. Alors, en tout cas, les ERC, c'est clair que c'est un outil, côté public, oui, c'est un bon niveau. Et d'ailleurs, je voudrais insister sur ce que je disais tout à l'heure, nous ne captons pas suffisamment de ces financements européens. Hein. Donc il faut qu'on soit plus proactif pour arriver à capter ces financements. Là, c'est un bon outil. Les ERC sont un bon outil. Professeur Blais. Oui, je pense que je voudrais souligner deux choses. L'importance des financements européens et revenir sur les ERC. Il y a d'autres financements européens où nous autres, Français, sommes probablement moins actifs que nos amis allemands, nos amis italiens. Et je crois qu'il y a vraiment un énorme effort à faire là-dessus, car indiscutablement, lorsqu'on prépare un projet, on a des chances absolument équivalentes. Encore faut-il qu'on soit accompagné. Cet accompagnement-là, pour la rédaction d'un projet qui a, pour le RC, 3% ou 5% en fonction des types de RC auxquels on applique, il n'est pas superflu parce que... Vous attendez l'accompagnement de qui ? L'accompagnement par l'université, l'accompagnement par des gens qui aident à monter les projets, parce que les journées n'ont que 24 heures et évidemment c'est un point important. Deuxième point, peut-être à souligner, peut-être pour faire la synthèse de ce que vous évoquiez, c'est ce dont on a besoin, c'est vraiment d'une simplification, d'une très grande simplification de tout, d'éviter d'aller chercher 12 financements pour récupérer 150 000 euros et donc d'une consolidation des moyens. Une consolidation en grosse masse. Les ERC sont géniaux parce que quand on arrive, on est tranquille et on fait ce qu'on veut avec. Et derrière, on nous dit, il faut rendre des rapports un peu de temps en temps, mais si on n'y livre pas, on se le fait prendre. Mais globalement, ça arrive quoi. Donc c'est ça qu'il faut qu'on ait, c'est ça qui fait la grosse différence et on devrait avoir ces systèmes-là aussi en national, en plus en national. Réaction aux différentes questions que je crois que juste un commentaire, monsieur le député Hetzel a dit quelque chose d'important, c'est que quand on fait l'évaluation de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, je ne cible rien de précis, mais vous avez cité quelques exemples, supprimons de ce qui ne marche pas. Supprimons-le. On ne s'apercevra même pas que ce n'est plus là. Il y a une question, par exemple, qui dit « Ne pensez-vous pas que la France devrait décider sur quelle pathologie elle peut être championne du monde ?» En gros, faire des choix. Alors, Éric Vivier, non. C'est très difficile. Vous savez, la science repose sur des datas. Et notre métier, c'est pas le dire dans une boule de cristal. Donc, personnellement, je peux pas aller dans ce sens. J'ai exactement dit l'inverse. N'hésitez pas. Il faut laisser les chercheurs qui sont déjà très évalués faire preuve de curiosité, développer leurs expertises, et puis ensuite on verra bien ce qui se passe. Et encore une fois, même si ça paraît extrêmement fragile, c'est toute l'histoire des sciences qui nous montre que ça marche. Si on en laisse, c'est parce que ça a marché comme ça. Donc il faut pouvoir promouvoir ce mode de recherche qui est basé encore une fois sur la curiosité des uns et des autres. Et je voudrais dire que quand même, puisqu'on a la chance de pouvoir débattre de sujets qui sont importants grâce à MSD Avenir, je voudrais quand même rendre hommage à l'aide qu'il donne dans des recherches extrêmement fondamentales. J'ai cru déceler dans une des questions qui avait été posée tout à l'heure, le fait que la recherche industrielle, là il s'agit d'une fondation, mais il y a quand même un industriel derrière la fondation, était forcément une recherche qui n'était pas une recherche fondamentale. La recherche que nous on fait avec MSD Avenir est extrêmement fondamentale, avec certainement aucune application pratique dans le siècle qui vient. Mais ce n'est pas grave. Ah oui, quand même. Ah oui. Vous le saviez. Non, mais c'est important, c'est important. Il ne faut pas caricaturer les positions des uns et des autres. Il y a beaucoup d'industriels qui font une recherche fondamentale du plus haut niveau. On va prendre un exemple en dehors de ce que MSD Avenir nous permet à nous de faire en France, qui est un exemple qui vient des États-Unis, Genentech, qui est une industrie.
parmi les plus grands chercheurs de nos disciplines sont des employés de Genentech et publient dans les meilleurs journaux du monde et font des recherches purement fondamentales. La beauté du geste, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'à côté de ces chercheurs purement fondamentalistes qui travaillent dans Genentech ou avec Genentech, il y a d'autres personnes qui sont intéressées par essayer de développer des produits de ces recherches fondamentales pour les transformer en médicaments pour les patients. C'est ce que nous on fait avec d'autres partenaires comme MSD Avenir, et merci encore. Professeur Blais, vous vouliez rajouter un petit mot? Oui, on est sur une exigence contradictoire en apparence. On a besoin de focaliser pour la recherche fondamentale et en même temps, le système de santé français a l'énorme qualité de procurer pour tous des soins de très grande qualité dans tous les domaines. C'est un système qui n'est pas si répandu que ça sur cette planète et quelque chose qu'on ne doit pas oublier, qui est une recherche qui est, alors là pour le coup, extrêmement appliquée mais qui a son importance, c'est que l'excellence n'est pas chère en routine clinique. Ce qui est cher, c'est de ne pas faire l'excellence. Et on ne contrôle pas assez l'excellence qui n'est pas faite. C'était mesuré, ça doit vraiment être appliqué. Je voudrais laisser le mot de la fin à Myriam Sefta, parce que la plus jeune, parce qu'une start-up. Ah oui, c'est pas un cadeau, hein, en vérité. D'accord. Mais si vous voulez qu'on retienne une idée de cette table ronde, tournez vers vous, tournez vers demain, tournez vers ce que vous essayez de créer, avec en même temps cette vision très positive que vous nous avez exprimée, qui est qu'aujourd'hui, on est très bon quand même en Europe, pas quand même, on est même avec une avance, vous nous l'avez dit, gardons-la. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de la table ronde? Voilà. Vous, vos camarades, quelque chose qui vous aide? Ça peut paraître anecdotique, mais j'ai beaucoup aimé ce que M. Friedlander vous avait dit sur l'interdisciplinarité. Je vais vous laisser ma carte. Pour... Oui. Et à Hawkin, on a organisé une formation en collaboration avec le CRI, le Centre de recherche en interdisciplinarité. Donc c'est des médecins internes qui ont organisé avec nous un cycle de formation pour nos data scientists qui voulaient absolument se former à la médecine. Donc on leur a fait des cours de médecine, de radiologie, d'anatomopathologie, de données, qu'est-ce que c'est les données cliniques, les données génomiques, qu'est-ce que c'est un gène, qu'est-ce que c'est qu'une protéine, quel est le travail d'un médecin, comment est-ce qu'on développe un médicament, tout ça, comment on rembourse un médicament. On a tout balayé. Donc en série de cours. Et alors c'est assez difficile d'avoir tout le monde en réunion à Hawkin. Et ces réunions-là, vraiment de la comptable jusqu'à la office manager, jusqu'au data scientist, jusqu'au développeur et celui qui gère l'infrastructure, tout le monde était là. Donc vraiment tout le monde voulait savoir. Et je vois de l'autre côté aussi des médecins qui nous contactent régulièrement et qui nous disent on veut faire un master en data science, est-ce qu'on peut faire un stage de 6 mois avec vous? Donc il y a vraiment, je trouve, une espèce de mayonnaise qui est en train de prendre des deux côtés. Et donc c'est vraiment, je vous rejoins pour dire il faut absolument consolider les financements et débloquer les choses rapidement pour tirer profit de ça qui à mon avis n'existe pas partout dans le monde. Et cette mayonnaise, il faut vraiment en profiter. Je suis très heureux de vous avoir posé la question, parce que ça valait le coup d'entendre ce que vous venez de nous dire. Je voudrais qu'on remercie les orateurs de cette première table ronde.